Bienvenue dans School TV Le Mag. Chaque semaine, nous mettons en lumière des initiatives, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, qui façonnent l'avenir de l'éducation. Et je suis bien sûr aux côtés d'Agathe Delannoy. Salut Agathe. Salut Alix. Qu'entend-on par précarité menstruelle et pourquoi touche-t-elle près de 4 millions de personnes en France? Quelles sont ses conséquences sur la santé et le quotidien? Quelles solutions mettre en œuvre pour assurer l'accès aux protections menstruelles? C'est le sujet de cette émission. Nous tâcherons aussi de comprendre pourquoi le sujet des règles reste tabou dans l'espace public et plus particulièrement à l'école. Et dans ta loupe, Agathe, de quoi nous parles-tu? Je vais vous présenter 2 kits qui vont nous permettre de comprendre comment on aborde la puberté chez les jeunes, autant pour les filles que les garçons. Et on a hâte. C'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour Justine. Bonjour. Bienvenue Justine Okolotkov, directrice générale adjointe de Règles élémentaires. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Règles élémentaires? Oui, tout à fait. Donc, Règles élémentaires, c'est une association qui a été créée il y a 9 ans. Et donc, le but initial de l'association était de lutter contre la précarité menstruelle en permettant à tout le monde de collecter des produits périodiques que nous, on redistribuait ensuite à des associations. Et depuis le Covid, en fait, on s'est rendu compte que la précarité menstruelle touchait de plus en plus de monde. Enfin, ça a mis en exergue une réalité qui existait déjà. Oui. Et donc, on s'est aussi refocalisé sur le fait de donner des informations sur les règles, en plus de redistribuer des protections. Et donc là, depuis 3 ans maintenant, on fait aussi tout un travail d'éducation menstruelle, donc à destination des jeunes, dans les primaires, collèges et lycées. Via Parlons Règles, notamment, la plateforme. Notamment via Parlons Règles. Alors, on a commencé par des actions en propre, par des ateliers. Et là, pour le 11 octobre dernier, qui était la Journée internationale des droits des filles, on a lancé une plateforme en ligne dans laquelle il y a une entrée pour les jeunes, donc avec un focus sur les 8-14 ans, en se disant comment on accompagne les premières règles. Et il y a aussi une entrée pour les parents, pour accompagner aussi leurs enfants et parler du sujet avec elles et eux. Et il y a une entrée pour les relais éducatifs. Donc par relais éducatifs, on entend enseignants, surveillants, AED, ATSEM, enfin toutes les personnes qui sont dans l'écosystème des jeunes et qui pourraient être amenées à avoir des questions sur les règles. Parce que dans quel cas de figure ces enfants sont en lien avec Parlons Règles? Quand est-ce qu'ils y ont accès? C'est lors de vos interventions? Donc maintenant, on a repensé les ateliers effectivement pour introduire Parlons Règles et leur dire, en complément des interventions, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur Parlons Règles, sachant qu'on a aussi créé un agent conversationnel intelligent, donc un chatbot, où les jeunes peuvent poser toutes leurs questions. Donc bien sûr, c'est un chatbot qu'on a borné pour répondre uniquement aux questions sur les règles. Et donc, ça leur permet de continuer l'activité. Mais par ailleurs, nous, ce qu'on essaye de faire le plus possible, c'est aussi de dire, en fait, Parlons Règles, c'est un outil à utiliser en famille. Donc, on passe aussi par des réseaux de parents d'élèves, d'enseignants, enseignantes, pour que l'outil soit diffusé largement et qu'il soit vraiment utile à tout le monde. Et alors, c'est quoi les questions qui reviennent le plus souvent? Alors, en atelier, donc, on fait toujours un temps de questions anonymes. Donc, il y a à la fois les questions en collectif et les questions anonymes à la fin. Et donc, très souvent, nous, les questions qu'on a, ça tourne autour de « est-ce que c'est normal si ?» Il y a vraiment une très, très grande crainte des règles, en fait, mais dans le sens, est-ce que c'est normal si mes règles, elles sont tous les 30 jours et celles de ma copine, elles sont tous les 28 jours? Est-ce que c'est normal si j'ai mal? Est-ce que c'est normal si j'ai pas encore mes règles? Enfin, il y a vraiment cette crainte de pas être normale parce que on n'a pas ses règles au bon moment ou parce qu'elles ne sont pas pareilles que celles de sa voisine, de sa copine. Et est-ce qu'on voit néanmoins une évolution quant au niveau d'information des jeunes filles qui ont leurs règles pour la première fois? Nous, on a publié des chiffres l'an passé qui montraient quand même qu'une jeune fille sur 2 de moins de 13 ans n'avait pas eu d'informations sur les règles. Donc quand on sait qu'il y a 80% des jeunes filles qui ont leurs règles avant 13 ans, c'est assez inquiétant. Dans les classes, on va avoir une grande diversité. Dans certaines classes, on a des jeunes filles et des jeunes garçons qui savent déjà beaucoup de choses et d'autres où, en fait, ils ne savent même pas ce que sont les règles. Donc, il y a énormément d'hétérogénéité là-dedans. Et aujourd'hui, le vecteur d'information principal, c'est, j'imagine, comme pour nous à l'époque, les mamans? Il y a beaucoup les parents. Alors, quand on regarde effectivement, quand on interroge les jeunes, c'est beaucoup, elles vont beaucoup se tourner vers leur mère. Il y a aussi, évidemment, les réseaux sociaux. Il y a un peu l'école quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Il y a un peu l'école via les cours d'SVT, mais ça intervient assez tard.
Mais oui, c'est la famille en première instance. Donc aujourd'hui, il n'y a rien d'obligatoire dans le fait de dispenser un cours, un atelier sur les règles à l'école? Non, alors après, ça peut s'inscrire aujourd'hui dans différents types d'activités de promotion de la santé ou d'éducation à la vie affective et sexuelle, mais il n'y a rien d'acté, il n'y a rien de formalisé dans le programme scolaire. Et ensuite, sur l'aspect vraiment anatomique et physiologique, il y a des choses à partir du programme de 4e. Oui, c'est dans les cours de biologie en fait. C'est ça, mais à partir de la 4e. Et les premières règles arrivent avant. Et vous intervenez sur demande des établissements? Oui, tout à fait. Est-ce que justement, il y a des foyers dans lesquels c'est plus compliqué d'aborder cette question? J'imagine que c'est pas fluide dans chaque famille, justement, d'en parler. Oui, tout à fait. Nous, on a régulièrement des parents qui nous interpellent par mail pour nous dire j'aimerais beaucoup parler du sujet avec mon enfant, mais je ne sais pas comment. Et donc, c'est aussi dans ce sens-là qu'on a pensé Parlons Règles. Alors aujourd'hui, la partie parents, c'est la moins développée du site, mais on veut vraiment la développer, la co-construire avec des parents pour que ça réponde le mieux à leurs besoins et pour qu'il n'y ait plus non plus de parents qui se disent « Ah mince, comment j'aborde ce sujet ?» quoi. Et en plus, pour le coup, on a fait un peu des cafés des parents, des choses comme ça, et c'était très intéressant parce ça permettait aux parents aussi d'échanger sur leurs différentes techniques. Donc ça allait être de parler même autour d'un goûter, d'essayer de faciliter la conversation avec d'autres jeunes. Enfin voilà, donc il y a plein d'initiatives. Nous, on a envie que ce soit simple pour tout le monde et que ce soit plus un tabou. Ils sont demandeurs, les parents ? Tout à fait. Les parents sont très, très demandeurs de ressources, de contenu, de facilitation sur le sujet. En 2023, la précarité menstruelle concerne près de 4 millions de personnes en France. Ce sont les chiffres qui figurent sur votre site. Plus concrètement, c'est quoi la précarité menstruelle ? La précarité menstruelle, c'est le fait de ne pas avoir accès à des produits périodiques en quantité suffisante ou alors de devoir se priver de quelque chose pour acheter des produits périodiques. C'est-à-dire, si je suis dans un supermarché et que je dois choisir entre un paquet de pâtes et des produits menstruels, c'est aussi de la précarité menstruelle. Et aujourd'hui, on se rend bien compte, à la fois via ces questionnaires, mais aussi quand on échange avec les associations avec qui on travaille, que très souvent, les produits périodiques passent au second plan. Et dans certains cas, il y a des personnes qui ne peuvent même pas s'en acheter du tout, et donc qui vont utiliser du papier toilette pour subvenir à leurs besoins. Et en fait, c'est pas du tout adapté, et ça peut avoir des conséquences très graves sur la santé et sur l'estime de soi. Oui, justement, quelles sont ces conséquences sur le manque d'accès aux protections? Ça peut être des infections? Tout à fait, ça peut être des infections, ça peut être... Quel type d'infection, du coup? Qu'est-ce qui se déclenche? En fait, ça dépend vraiment des personnes et aussi de conditions globales de vie et d'hygiène, mais ça peut être des infections qui peuvent ensuite entraver à la fois le quotidien des personnes, donc ça peut aggraver des choses déjà existantes, mais ça peut être aussi des infections à répétition, enfin voilà, donc c'est assez dramatique. Et par ailleurs, en plus de ça... Ça crée un double stigmate du fait qu'on ne peut pas en parler de la précarité menstruelle. Donc, ça met aussi les personnes concernées dans des situations de fragilité émotionnelle ou de déficit de confiance en elles parce qu'elles n'osent pas en parler. Donc, il y a un peu un cercle vicieux autour de la précarité menstruelle. Et nous, on le voit bien dans les associations qu'on accompagne. Dès lors que ça devient un sujet, dès lors que les travailleurs et les travailleuses sociaux adressent le sujet, ça change du tout au tout. Donc, si on met à disposition des protections et si on organise des discussions, des ateliers sur le sujet, ça facilite la parole. Donc, à la fois, il y a un accès qui est réel et en plus, elles osent davantage dire, voilà, il y a un truc inhabituel, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que je pourrais avoir une consultation médicale? Voilà. Et ça peut avoir un impact aussi sur les trajectoires individuelles de chaque jeune fille. Je veux dire, les absences scolaires, est-ce que ça peut impacter durablement leur scolarité si on pousse un peu la réflexion? Oui, tout à fait. On a fait une étude sur le sujet l'an passé. Et donc, il faut savoir que déjà, pour près de 8 filles sur 10, les règles, c'est un facteur de stress à l'école. Donc, alors ça, c'est pas forcément que la précarité menstruelle, mais c'est au-delà de ça, le fait d'avoir ces règles à l'école, c'est une source d'angoisse. Et par ailleurs, oui, effectivement, il y a encore aujourd'hui énormément de jeunes filles qui s'absentent
parce que donc soit elles n'ont pas accès à des protections, mais plus souvent parce qu'en fait elles savent qu'elles ne vont pas pouvoir gérer leurs règles à l'école. C'est-à-dire que... Sans compter la question de la douleur. Exactement, il y a les douleurs, donc ça c'est la cause principale. Ouais. Elles ont mal, donc elles restent à la maison. Et puis après, admettons, j'ai des règles abondantes et je sais que je ne peux pas sortir de classe pendant 2 heures et que les toilettes scolaires ne vont pas être adaptées et que potentiellement je n'aurai pas assez de protection, un des choix, ça va être de rester à la maison. Et ça, c'est dramatique parce que du coup, dès le plus jeune âge, ça coupe l'égalité des chances, l'égalité de pouvoir avoir accès à la même éducation. Et c'est plus courant qu'on ne le pense, les retours que vous avez en tout cas? C'est extrêmement courant le fait de s'absenter, de s'être déjà absenté de l'école pour pouvoir gérer ses règles à la maison par peur de ne pas pouvoir y arriver à l'école. Ouais. Et on voit apparaître dans les espaces publics des distributeurs de protection. Vous savez à peu près dans les établissements si c'est présent, si c'est démocratisé ou si ça reste un épiphénomène? Les distributeurs aujourd'hui sont de plus en plus déployés en France, donc ça on s'en réjouit. Il y avait eu d'abord des premières expérimentations dans certaines régions. Donc, par exemple, dans le Nord, il y avait une mise à disposition assez généralisée des distributeurs dans les lycées. La région Île-de-France aussi a travaillé à ça. Nous, ce qu'on constate, c'est que dans les lycées, il y a de plus en plus accès. Les collèges, c'est encore intermédiaire. Mais que la question souvent qui se pose, c'est celle de l'approvisionnement des distributeurs. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de distributeurs, mais il n'y a pas toujours des protections dedans. Oui. Donc voilà, il y a énormément d'initiatives et on espère que d'expérimentations, elles vont être un peu sanctuarisées, qu'elles vont être institutionnalisées. Mais ce qu'on veut surtout, c'est être sûr que toutes les jeunes filles aient accès à des protections, ce qui devrait aussi être le cas avec le remboursement des produits réutilisables à partir de l'année prochaine. Et on parlait, Justine, justement de la vulnérabilité qu'éprouvent les jeunes filles quand elles ont leurs règles. Et ça peut avoir un impact dans le sport également. On regarde. Salut, je m'appelle Pauline Lemolique et je suis la fondatrice et la directrice de l'association Graines de footballeuses. Du coup, nous, on a tenu à faire intervenir Règles élémentaires sur notre stage d'avril pour aborder justement le sujet des menstruations. Pourquoi aussi on a tenu à les faire intervenir, c'est que en fait, à chaque fois, on voyait que sur nos stages, des jeunes filles nous disaient en pleine semaine, oui, demain je viens pas. Et vous voulez pas forcément aborder la raison pour laquelle elles venaient pas. Donc nous, bien évidemment, on leur disait après, est-ce que tu as tes règles, est-ce que ça va, comment tu veux qu'on s'adapte à ça. Mais on a vu que c'était clairement un sujet tabou pour plusieurs choses. En fait, les jeunes filles, elles considèrent que c'est sale en fait d'avoir ses règles, que c'est attirer l'attention, de parler de ses règles, ou c'est de faire une montagne de quelque chose qui finalement n'est pas grand-chose, de parler de ses règles. Et puis aussi, il y a une très grande méconnaissance finalement des menstruations de ces jeunes filles et plus globalement de leur corps et de tout ce qui se passe en fait à l'intérieur de leur corps. Et donc du coup, nous, on s'est dit, mais en fait, on veut dédramatiser ce sujet et surtout, on veut ouvrir la parole sur ce sujet. Et donc, en fait, on a constaté vraiment des résultats de manière quasiment instantanée. C'est-à-dire qu'à la fin de la séance, à la fin de la sensibilisation, les filles étaient complètement ouvertes à ce sujet-là. Elles ont parlé naturellement entre nous et elles étaient même très curieuses, justement, d'en savoir encore un peu plus. Et même l'année prochaine, on a déjà eu des demandes que Règles élémentaires reviennent nous voir, qu'on en reparle. Et vraiment, j'encourage tous les clubs à faire appel à Règles élémentaires pour traiter de ce sujet-là, parce que c'est extrêmement important. Justine, vous intervenez directement dans les clubs sportifs ? On intervient depuis l'année passée dans les clubs de football principalement. Et les clubs de football amateur, on a eu la chance de créer un partenariat avec le Fonds d'action du football, qui est une fondation engagée pour les expérimentations sociales et solidaires dans le football. Et donc, grâce à ce partenariat, on a commencé à travailler avec plein de clubs amateurs de football, vraiment pilotes sur le sujet. Et donc, on a créé tout un parcours de formation des coachs et d'ateliers auprès des jeunes depuis 1 an. Et c'est un programme qui est hyper novateur, qui a des résultats incroyables. Et là, cette année, on le diffuse encore largement. On va travailler avec d'autres clubs de foot. Et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse donner accès à tous les clubs à ça,
pour participer à la féminisation du sport et pour permettre en fait que toutes les jeunes filles qui ont leurs règles se sentent à l'aise de continuer à faire du sport aussi. Ouais. Et à l'école, parce qu'il y a les cours de PS à l'école, tout le monde s'en souvient, les règles pendant les cours de PS, qu'est-ce que vous préconisez dans le cadre des cours de sport à l'école qui peut être une situation où les jeunes filles se sentent particulièrement vulnérables? Nous, ce qu'on aimerait pour les cours de sport spécifiquement, mais les cours en général, c'est que les enseignants puissent être formés au sujet. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans les études, quelles qu'elles soient, il n'y a pas d'aspect sur les règles. On ne parle pas des règles. Et je pense que déjà, si les enseignants ont plus d'informations sur le sujet, ils et elles se rendront compte que peut-être, oui, on peut un peu adapter la pratique au moment des règles. Non, on ne va pas faire des blagues en disant si tu as tes règles, c'est pareil, ou tu as tes règles ou quoi. Enfin voilà, toutes ces choses-là, en fait, qui sont des mécanismes, effectivement, que bon nombre d'entre nous ont connus. Et qui, en fait, ne facilite pas le fait de promouvoir ni la mixité dans le sport, ni de mettre à l'aise les filles pour qu'elles fassent du sport. Donc nous, on se dit, la formation, en première instance, c'est le premier outil. Et puis après, des petits gestes, mettre à disposition des protections dans les vestiaires, aborder le sujet en début d'année en disant, on sait très bien, là c'est le premier cours de sport, on sait très bien que dans cette classe, il y aura X nombre d'entre vous qui vont avoir leurs règles dans l'année. C'est une réalité, c'est un sujet, n'hésitez pas à venir m'en parler. Et voilà, de faciliter la discussion. Et les garçons, il faut les inclure dans la dynamique? Oui. Pourquoi c'est essentiel? C'est extrêmement important d'inclure les garçons, parce que déjà, ils font partie de la société et que les sujets d'égalité, ça touche tout le monde, les filles et les garçons. Et qu'en plus, nous, on se rend compte vraiment dans les ateliers, dans les stands, c'est que dès qu'on partage les informations sur les règles, en fait, les garçons réalisent l'impact que ça peut avoir. Et bon nombre de fois, on était en fin d'atelier et puis on a des petits témoignages anonymes à la fin et il y a des garçons qui nous disent « Oh là là, mais je me rendais pas compte, mais ça devrait pas exister, la précarité menstruelle. Oh là là, mais il y a des filles qui souffrent vraiment, faut faciliter les choses pour que ça aille mieux. » Enfin, en fait, ça favorise l'empathie et si on leur en parle bien, les garçons se sentent plutôt concernés par le sujet. Et toujours, selon les chiffres qui figurent sur votre site, un Français sur deux considère que les règles sont un sujet tabou. Pourquoi ce silence persiste ? La construction du tabou des règles, elle est longue, elle a plein de ramifications. Je pense que si le tabou persiste aujourd'hui encore, c'est parce qu'on n'en parle pas assez. Et c'est toujours le même sujet, c'est plus on en parlera dans tous les secteurs, que ce soit à l'école, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit entre amis, plus le sujet se normalisera. Et voilà, on espère que dans 5 ans, on refera cette étude et que plus aucun Français ne pensera que les règles sont tabous. Mais justement, je vous propose qu'on regarde une petite vidéo Parlons règles. Les règles sont-elles sales ? Les règles, c'est sale. Pas de suspense, cette affirmation est fausse. Pourtant, on l'entend tellement souvent qu'il a bien fallu qu'on la répète encore et encore pour qu'elle nous rentre dans la tête. On vous propose donc de remonter le temps pour comprendre comment ce cliché s'est construit. Dans l'histoire, il y a eu de nombreux mythes autour des règles, qui sont tous plus étonnants et faux les uns que les autres. Par exemple, un scientifique connu de l'Antiquité, Pline l'Ancien, écrivait que le sang des règles était malfaisant et pouvait donc, au choix, tuer les abeilles, rendre les chiens enragés ou faire mourir les récoltes dans les champs. On se demande bien d'où lui venaient toutes ces idées. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Au Moyen-Âge, certains médecins, scientifiques et hommes de bonne réputation affirmaient que quand on avait des règles douloureuses, cela signifiait qu'on était une sorcière. Rien que ça. Les absurdités continuent puisque jusqu'au début du XXe siècle, c'est-à-dire il y a environ 100 ans, certains docteurs défendaient l'idée que les règles déclencheraient des comportements comme la kleptomanie, voler des choses, la pyromanie, brûler des choses ou encore des hallucinations, voir des choses. Tous ces mythes ont été rendus populaires par des personnes qui n'avaient pas leurs règles et n'avaient aucun fondement scientifique à leur théorie. Aujourd'hui, on appellerait ça de la pseudoscience, c'est-à-dire quelque chose qui a l'air sérieux et bien organisé mais qui n'est pas exact. Ces histoires, c'était des croyances, des clichés. Et tous ces clichés, ça fait qu'aujourd'hui encore, on entend que les règles, c'est sale. Vous vous imaginez bien que tout ça, ça donne pas super confiance en soi quand on a ces règles. Et que nos arrière-grand-mères et leurs copines se sont plutôt dit « n'en parlons pas, ça ira mieux ». Et Justine, les règles, on considère encore que c'est un sujet intime, privé ?
Ouais, on considère encore que c'est un sujet intime, effectivement. Effectivement, parce que ça va toucher à l'expérience personnelle de chaque personne, mais pourtant, c'est une réalité qui est partagée par la moitié de l'humanité. Donc, il y a peut-être finalement, c'est un des sujets les plus collectifs et les plus sociaux, en fin de compte. Et à quel âge on devrait commencer, selon vous, l'éducation menstruelle ? Idéalement, il faudrait commencer l'éducation menstruelle avant les premières règles, parce que nous, il y a eu tellement de fois où on a entendu des témoignages de jeunes filles qui disaient moi, j'ai cru que j'allais mourir quand j'ai eu mes premières règles, parce que je ne savais pas ce que c'était. Donc, il faudrait commencer. Donc, on estime que les premières règles, dans certains cas assez rares, ça peut arriver à partir de 8 ans. Donc, en fait, idéalement, il faudrait commencer à en parler au préalable. Et puis, même nous, ce qu'on préconise, c'est aussi de l'inclure dans une éducation au corps, en fait. C'est que les règles, ça fait partie du fonctionnement du corps. Donc, comme on va expliquer d'autres fonctions du corps, on peut expliquer les règles comme une fonction du corps. Avant de poursuivre, Justine, c'est l'heure de la loupe. Et la loupe, c'est avec Agathe. Et Agathe, tu nous fais découvrir un outil conçu pour pallier le manque d'éducation menstruelle. Mais oui, saviez-vous qu'une femme sur 3 s'est déjà sentie perdue ou confuse lors de ses premières règles ? Eh bien, c'est un chiffre qui met en lumière le manque d'accompagnement et d'information pour les jeunes filles au moment d'une étape essentielle de leur vie qui est quand même la puberté. Alors, face à ce constat, Edita Rebourg a décidé d'agir en créant un kit pédagogique et éducatif pour aider les ados à mieux comprendre leur puberté. Je vous présente les 2 kits, Ma Louloute et Mon Loulou. Et là, je m'adresse vraiment aux parents. Si vous ne savez pas comment aborder la question des règles avec vos enfants, c'est un outil vraiment, vraiment exceptionnel. À l'intérieur, on retrouve plusieurs choses. Il y a d'abord un petit guide pédagogique. Dedans, il va y avoir des précieux conseils sur l'alimentation, le sommeil et le sport qui est toujours bien à pratiquer, même pendant les règles. Et justement, c'est important de le redire. Donc voilà, donc tout est dans ce petit guide. Il y a également à l'intérieur des protections hygiéniques qui vont être adaptées en fonction du flux de la jeune fille, parce qu'il faut aussi savoir adapter ses protections en fonction de sa période. Et surtout, il y a un petit calendrier menstruel qui est là. C'est le premier qui a été conçu en Europe, en collaboration avec des gynécologues, qui permet vraiment de comprendre son cycle menstruel et de pouvoir calculer ses règles sans jamais être surprise. Je vous laisse les explications d'Edita Rebourg. Alors, le calendrier de cycle Ma Louloute a été créé avec les gynécologues. Donc, d'un côté, c'est calcule tes règles. Donc, c'est un calendrier circulaire qui, en fin de compte, la jeune fille avec le cercle central devra mettre effectivement premier jour de mes règles égale premier jour de mon cycle. Et là, elles vont absolument tout voir. C'est le nombre de jours de saignement, tout ce qui va être période d'ovulation, ses symptômes prémenstruels et tout ce qu'elle va effectivement utiliser, donc en termes de protection hygiénique féminine. Et de l'autre côté, c'est comprends tes règles et ton cycle menstruel. Donc tout ce qui va être pareil, symptômes prémenstruels et qu'est-ce qu'elle doit faire et quand faire et à quel moment pendant son cycle. Donc ce calendrier a été donc créé et co-créé avec les gynécologues et le corps de santé et il permettra à toutes les jeunes filles de comprendre leur cycle, mais absolument tout leur cycle, depuis le début de leurs règles jusqu'à la fin des règles sur une période de 2 mois pour les cycles les plus courts et les plus longs. Et Agathe, tu le disais, une jeune fille sur 3 perdue, confuse à l'arrivée de ses premières règles. C'est surprenant en 2024. Mais bien sûr, c'est énorme. Le manque d'éducation menstruelle est criant. En France, seulement 15% des élèves bénéficient des 3 séances annuelles d'éducation à la vie affective et sexuelle prévues par la loi, qui inclut justement ce sujet des règles. Et le pire, c'est que cette éducation, elle est demandée par nos élèves. 80% des filles souhaitent des séquences éducative en mixité, justement pour briser le tabou et comprendre le fonctionnement de leur corps, parce que comprendre la puberté chez les filles, c'est pas seulement comprendre qu'on va avoir nos règles 1 fois par mois, c'est aussi pouvoir prévenir des maladies liées au cycle menstruel comme l'endométriose, c'est pouvoir lutter contre la précarité menstruelle et c'est aussi du coup mettre fin aux discriminations et aux tabous. Donc c'est vraiment pouvoir mettre les filles et les garçons sur un pied d'égalité de la connaissance de soi. Et justement chez les garçons, comment est-ce qu'on aborde le sujet de la puberté ? Eh bien Edita a créé un kit qui s'appelle Mon Loulou, qui repose sur le même principe avec un petit guide dans lequel on va pouvoir détecter et comprendre plein de choses qui se passent dans le corps du garçon et un petit sur le même principe que le cycle pour les périodes.
un petit cycle circulaire pour la découverte de soi. Et ici, on va pouvoir décrypter son rapport aux autres, au monde qu'entourent les jeunes garçons, leur équilibre. Et c'est vraiment formidable. Moi, il y a 2 pages qui m'ont marqué dans ce livre. À la page 22, on a « Comprendre les règles chez les filles ». Donc, on dit aux garçons, effectivement, clairement ce qui se passe pour leurs copines en cours. Et à la page 32, c'était « Établir des limites saines dans des relations ». Voilà, donc un kit, je pense, qui peut convenir à tous les âges pour se comprendre et comprendre les autres. Je voulais revenir avec vous sur un point. On parlait tout à l'heure des différentes protections hygiéniques. Il y a les protections réutilisables vont enfin pouvoir être remboursées. Ça, du coup, qui va pouvoir vraiment en bénéficier ? Comment ça va se passer ? Le dispositif, donc la proposition de l'État qui a été faite, c'était avant tout de rembourser les produits réutilisables pour les jeunes filles, enfin pour les moins de 26 ans. Parce que donc, lors de notre dernière enquête, on s'est rendu compte que la précarité menstruelle touchait majoritairement les moins de 26 ans. Donc, toutes les personnes de moins de 26 ans auront accès en pharmacie à ces produits réutilisables. Donc, produits réutilisables, ça veut dire culottes menstruelles et cup en premier lieu. Et aussi, les personnes bénéficiaires de la C2S pourront aussi avoir accès à ces protections réutilisables, sachant que ce sera remboursé à 60%. Donc, c'est aussi les complémentaires qui vont permettre d'avoir un accès complètement gratuit. Et ça, on attend encore le moment où ce sera effectif, parce que donc on attend là depuis. L'annonce a été faite en mars 2023, donc on attend que ce soit effectif. Parce que justement, là, dans ce kit-là, on propose des serviettes hygiéniques. Il y avait eu pas mal de sujets autour des tampons, comme quoi on pouvait faire des chocs toxiques, ce genre de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on va plus vers des protections justement réutilisables dans le but d'avoir une meilleure santé hygiénique? Est-ce que c'est lié? Le choix d'aller vers le réutilisable, il peut être très intéressant à plusieurs égards. C'est que les protections réutilisables durent plus longtemps, donc à la fois en termes économiques, ça peut être plus avantageux et ça peut avoir un meilleur impact écologique. Sauf qu'aujourd'hui, en réalité, encore faut-il que ce soit des produits réutilisables qui soient eux-mêmes sains et qui soit conçu dans une démarche écologique. Donc il y a encore pas mal de questions autour des produits réutilisables, même si nous, on encourage évidemment l'utilisation de ces produits, mais globalement, on encourage l'utilisation de tous les produits qui vont être adaptés à chaque personne et surtout à ce que soient mis sur le marché les produits les plus sains possibles, que ce soit du jetable ou du réutilisable et des produits respectueux de l'environnement. Et puis pour une jeune fille qui gère déjà l'arrivée de ses premières règles, c'est peut-être un peu beaucoup de... Enfin, le réutilisable, ça peut être peut-être un deuxième frein. Vous collectez des protections menstruelles. À qui est-ce qu'elles bénéficient ? Les protections menstruelles qu'on collecte, elles bénéficient à des personnes en situation de précarité menstruelle. Donc on a un réseau aujourd'hui de plus de 1500 associations partenaires sur tout le territoire. Donc ça va être des centres d'accueil, des associations qui accueillent des femmes en situation de précarité. Et donc on leur redonne ces produits-là pour qu'eux puissent les redistribuer. On ne voulait pas être un acteur en plus du contact avec ces femmes, donc on passe directement par ces associations. Et une dernière question, Justine, parce que c'est déjà la fin. Quels sont vos espoirs quant à l'avenir autour de ce sujet, les grandes avancées que vous espérez voir émerger ? Chez Règles élémentaires, on espère vraiment la généralisation de l'éducation menstruelle. Là, récemment, l'État de Californie aux États-Unis a créé un acte pour que tous les établissements scolaires aient des cours obligatoires d'éducation menstruelle. Nous, on aimerait que ce soit comme ça aussi dans quelques années en France. Et puis, bien sûr, on espère la fin de la précarité menstruelle, la fin du tabou et que ça puisse se généraliser aussi au-delà de la France, parce que c'est pas normal en 2024 qu'il y ait tant de personnes qui n'aient pas accès à des produits périodiques. Merci beaucoup, Justine. Merci à vous. Merci beaucoup. Justine Okolotkov, directrice générale adjointe de Règles élémentaires. Merci d'être venue. Merci. Et merci à toi, Agathe. Merci, Alix. Merci beaucoup. À demain pour une nouvelle émission.